Bonjour David Amiel, vous avez 26 ans, vous avez coordonné l'élaboration et la rédaction du programme d'Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Ismaël Emelien, vous avez 32 ans, vous avez été directeur de la stratégie de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, vous aviez été son conseiller spécial et vous, David Amiel, conseiller donc du président de la République Emmanuel Macron. Ces images sont terribles. Une cathédrale et finalement le cœur de Paris qui flambe. Hier, Emmanuel Macron, que vous connaissez bien, s'est rendu immédiatement sur place. Vous qui le connaissez bien, quel a été le sentiment d'Emmanuel Macron à cet instant-là? C'est une très grande gravité. Une très grande gravité. Je crois qu'on mesure souvent la valeur de ce qu'on a au moment où on le perd. Et donc là, je crois que les Français ont eu peur de perdre Notre-Dame. Oui. Heureusement, le pire n'est pas arrivé. Mais là, on a senti Emmanuel Macron très touché. Écroulé. Oui, évidemment, comme l'ensemble des Français, au-delà même des Parisiens. Toute l'émotion qui a été ressentie hier soir, elle était évidemment aussi celle du président de la République. Oui, le président ressent quoi dans cet instant-là? Il est croyant lui-même? Alors ça, c'est quelque chose qui appartient à sa vie privée. Je crois que ce qu'il ressent, c'est la nécessité de reconstruire vite, de montrer qu'on n'est pas atteint par l'épreuve et que l'épreuve, elle est faite pour être surmontée. Oui, il y a ces images et il y a finalement une sorte d'union nationale dans cet instant-là que le président ressent. Évidemment. Ça, je pense que c'est un moment où on se sent plus encore peut-être que d'habitude président de tous les Français. Oui, il y a David Amiel à vos côtés. Vous connaissez bien Emmanuel Macron, vous aussi. Vous êtes très proche, hein. Vous l'avez rejoint très tôt lorsqu'il était ministre déjà. C'est l'épreuve du pouvoir, un moment comme celui que nous avons vécu hier soir? Très certainement. En tout cas, je pense que c'est le moment où le président de la République ressent, comme tous les Français, ce que disait Ismaël, mais peut-être encore plus parce que il incarne aussi le pays à ces moments-là, toute l'émotion collective. Et je pense que ce qu'on voit, ce qui se dégage aussi au-delà même de la question de la cathédrale, c'est au fond le sentiment de fragilité de tout ce patrimoine qu'on a, de toutes ces églises qui couvrent le pays, et puis bien au-delà de tous ces monuments qui nous raccrochent à notre histoire. Et donc dans ces moments-là, on en sent toute la fragilité. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bouleversant pour tous les Français et a fortiori pour le président de la République. Oui, dans ces moments-là, on dit c'est la France. Et la France est unie derrière parce que là, il y a quelque chose qui dépasse tous les clivages. Et ça, c'est important quand on incarne le pouvoir comme le président de la République, ces moments où la France est unie. C'est certainement très important et c'est là qu'on voit que le président de la République incarne non seulement tous les Français, mais toute l'histoire de France. C'est-à-dire cette histoire dépasse de bien loin les catholiques, même si bien sûr il y a une émotion très spécifique des croyants face à l'incendie qui a ravagé la cathédrale, mais au fond ça concerne tous les Français, une histoire qui dépasse de très loin la République. La cathédrale date de l'époque de la royauté, et donc on sent l'héritage de toute cette histoire de France qui se concentre à la fois dans ce monument et puis dans toute l'émotion collective qu'on vit tous. Oui, il a lancé immédiatement, évidemment, une souscription nationale. C'était ça la réponse, c'est de dire, et comme il l'a fait dès hier soir, nous allons reconstruire cette cathédrale. Je crois qu'il y a deux choses très importantes dans cette décision. D'abord, de montrer effectivement que l'épreuve est surmontable, et ensuite d'offrir à chaque Français qui le désire un moyen d'agir. Et donc chacun va pouvoir contribuer à hauteur de ses moyens, à hauteur de son émotion, à hauteur de l'envie qu'il éprouve ou pas de participer à la reconstruction de ce monument national, à la reconstruction de Notre-Dame. Oui, il y a évidemment un instant très fort, politique, une trêve, la campagne électorale pour les européennes qui s'arrête. C'est normal, ça, hein? Je crois que c'est normal quand le pays est frappé par une épreuve et qu'il y a une émotion comme celle qu'on a vécue hier soir, comme celle qu'on sent encore aujourd'hui. C'est normal que la politique se mette à l'unisson du pays et pas l'inverse. Oui, ça pourrait être une trêve. Le président devait intervenir hier soir pour présenter sa réponse à la crise des Gilets jaunes. Elle va être reportée, cette réponse, on ne sait pas encore quand. Vous savez quand il va s'adresser au pays? C'est lui qui le dira. Oui, il va le faire rapidement? Oui, bien sûr. Vous avez toujours des contacts très réguliers, évidemment, avec le président. Vous continuez de le conseiller? Oui, on continue d'échanger. Oui. Il est dans quel état d'esprit, le président, en ce moment? Extrêmement concentré. Alors, il était très concentré sur la réponse à apporter aux problèmes qui ont été soulevés dans le cadre du grand débat. Et puis là, sur la réponse à apporter à cette nouvelle épreuve qui a frappé notre pays hier soir. Oui. Dans ce livre qui s'appelle « Le progrès ne tombe pas du ciel », finalement, vous montrez deux France. Et qu'on a bien vu dans la crise des Gilets jaunes, une France, on va dire, des centres-villes, une France privilégiée, une France urbaine, une France à proximité du travail, de l'économie et de ce qui avance, et puis notre France, celle des ronds-points, une France déclassée, une France qui a le sentiment d'être oubliée du reste. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu pendant les 2 ans d'exercice du pouvoir où vous étiez auprès du président. Non, je crois qu'on l'a vu. D'ailleurs, je prends un exemple qui est la question, puisque c'est la question centrale de l'opposition entre ces deux France, qui est la question géographique. Alors qu'on voit bien qu'il y a des gens qui habitent, si on caricature un peu, plus près des ronds-points que des centres-villes, et c'est cette France-là qui s'est beaucoup mobilisée autour des Gilets jaunes, parce que, ce que vous dites, toutes les opportunités se concentrent dans quelques métropoles au détriment du reste du pays.
pendant la campagne, c'est quelque chose qu'on avait vu et qu'on a mis au centre du débat avec une seule mesure qui était la mesure la plus importante en termes budgétaires du programme, qui était la réforme de la taxe d'habitation. Ça voulait dire qu'on faisait une baisse d'impôts, non pas en fonction de la catégorie sociale, mais en fonction de là où on habitait, parce que la taxe d'habitation, on en paye beaucoup plus dans les petites villes qu'à Paris. Donc quand on supprime la taxe d'habitation, on rend beaucoup d'argent aux gens qui habitent près des ronds-points et beaucoup moins à ceux qui habitent sur les centres-villes. Donc c'est quelque chose qu'on a vu. Par contre, on n'a pas, pendant les 2 ans, de frustration, vous avez dit, une société de frustration. Vous l'aviez senti, ça ? Oui, on l'a senti. C'est pour ça qu'on avait fait avec En Marche, avant même la campagne, une grande campagne de porte-à-porte dans tout le pays pour aller prendre le pouls du pays et voir la France par les yeux des Français. Et ce qu'on a senti, et donc ce qu'on explique aussi dans ce livre, c'est que une très grande partie de nos concitoyens sont dans une situation où ils sont confrontés, d'une part, à une injonction qui est de leur dire si tu veux, tu peux. On est en France, l'école est gratuite. C'est un peu ce que disait le président, il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. C'était un peu différent parce qu'il parlait à un jeune homme, alors d'ailleurs c'est la fin de la discussion, mais qui a duré longtemps, qui cherchait de travailler dans un secteur particulier qui embauche, qui avait envie de travailler, qui était valide, qui avait un diplôme, et donc il a dit dans ta situation, compte tenu des qualités que tu présentes, je suis certain que tu peux trouver un emploi. Et d'ailleurs, beaucoup d'emplois ont été proposés à ce jeune homme après. Donc, d'une part, on dit aux gens, voilà, si vous pouvez, vous pouvez. Et puis en fait, la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand on n'a pas le bon prénom, qu'on n'a pas le bon diplôme, qu'on n'habite pas au bon endroit, qu'on n'est pas né dans la bonne famille, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont mais ça, il fallait la crise des Gilets jaunes pour que le président de la République le comprenne. Vous pensez ça, David Amiel ? Ah non, pas du tout. Mais à nouveau, je crois qu'on en revient. Sur le diagnostic, je pense qu'on avait quelque chose de très proche de ce que les Gilets jaunes ont exprimé. Ensuite, la question qui se pose à nous tous, en fait, collectivement, c'est de se demander ce qu'on a raté dans les 2 ans entre précisément cette phase de diagnostic et puis le fait que 2 ans plus tard, les gens disent la même chose ou des choses similaires à ce qu'on disait nous pendant la campagne. Donc je pense que ça s'explique pour 2 raisons. D'abord, il y a des choses qu'on avait prévu de faire mais qu'on n'a pas fait assez vite. Et notamment, je pense aux mesures de rémunération du travail qui étaient au cœur de la crise des Gilets jaunes, puisque les gens voulaient vivre décemment de leur travail. C'est aussi ce qu'on disait il y a 2 ans. On avait prévu une série de mesures, la défiscalisation des heures supplémentaires, la baisse des cotisations salariales, la hausse de la prime d'activité, mais on avait découpé ces mesures dans le temps. Alors maintenant, ce qui a créé une énorme frustration. Donc on le disait, le président va annoncer un certain nombre de réponses spectaculaires. C'est ce qu'il dit. Le président, on a les moyens de ces réponses spectaculaires. Vous qui le connaissez bien, il a les moyens aujourd'hui de les mettre sur la table. Bien sûr, parce qu'il y a des réponses spectaculaires. D'abord, il a expliqué que la vie ne pourrait pas redevenir ce qu'elle était avant. Voilà, que le moment que le pays a vécu depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes avait entraîné la France dans une nouvelle période qui s'est catalysée dans le grand débat. Et donc des mesures sont attendues, mais quand on dit qu'il y a des moyens, ce n'est pas que des mesures budgétaires. Il y a beaucoup de choses à faire, y compris sur le symbolique, sur le fonctionnement de l'État. Les Français veulent surtout des mesures de pouvoir d'achat. On voit bien, c'est ça l'enjeu. Pour les retraités notamment, pour certains nombre de classes, on va dire, de la classe moyenne. Vous n'allez pas nous faire dire aujourd'hui sur ce plateau les annonces que le président fera lui-même. Oui, mais il est dans quel état d'esprit? Je reviens là-dessus. Vous qui le connaissez bien, on l'a dit parfois abattu par cette crise. On l'a dit fatigué. Non plus. Pour bien le connaître, il est proprement infatigable. Et je ne crois pas que quelqu'un de fatigué aurait été capable de passer le temps qu'il a passé à débattre justement, à écouter les Français, à échanger avec eux. J'ai je ne sais plus combien de fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 6 heures, 7 heures, 8 heures de discussion. Donc quelqu'un qui aurait été fatigué n'aurait évidemment pas été en capacité de mener ces discussions. Donc il n'est ni fatigué ni abattu. Oui, vous dites le progrès ne tombe pas du ciel. Et vous lancez un manifeste là. C'est un manifeste aussi, c'est la parole du président ou c'est un manifeste que vous adressez aussi au président, quelque part? Alors non, parce que si on avait eu besoin de l'adresser au président, on n'aurait pas eu besoin de le publier. Par contre, ce qu'on essaye de faire dans ce livre, c'est de tirer les leçons des 2 ans qu'on a passés au pouvoir. Et au fond, la leçon la plus importante qu'on tire, elle est dans le titre. C'est précisément de dire que le progrès ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que pour mettre la société en mouvement, pour transformer le pays, on a besoin d'aller bien au-delà du gouvernement, de l'Élysée, même de l'Assemblée nationale. On a besoin d'embarquer tous les citoyens. C'est quelque chose qu'on avait su faire au moment de la campagne, parce qu'on avait attiré des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens à En Marche qui n'avaient jamais fait de politique avant. Et puis au pouvoir, on a un peu perdu ce lien avec la société. Donc je pense qu'il est crucial de le reconquérir, et c'est notre pierre à cet édifice. Oui, parce que vous dites quoi, sinon, Ismaël Emelien, sinon c'est le suicide populiste? C'est ça la menace? Ce qu'on dit, c'est que très clairement, aujourd'hui, le combat politique principal, il oppose les populistes aux progressistes. Et la proposition que font les populistes, elle est claire pour tout le monde. Elle est claire pour les électeurs, elle est claire pour les intellectuels. Les populistes, vous mettez quoi? Le Rassemblement national et la France insoumise? Exactement. Vous mettez les deux partis? Oui. La droite et la gauche? L'extrême droite et l'extrême gauche. En revanche, la proposition faite par les progressistes, à la fois en termes d'histoire, de contenu, de méthode, elle était moins claire. On nous a souvent reproché depuis 2 ans d'avoir pas su suffisamment expliquer, d'avoir pas su bien dire
qui on était, ce qu'on voulait faire, pour qui on voulait le faire. Et donc c'est tout l'objet de ce livre que d'expliquer le plus simplement possible et le plus clairement possible qu'est-ce que c'est que le progressisme, qu'est-ce qu'il propose et comment est-ce qu'il compte le faire. Ça veut dire que Emmanuel Macron joue une éventuelle réélection Je pense que la question ne se pose pas du tout aujourd'hui. On n'est même pas à la moitié du mandat. Et c'est bien mal connaître Emmanuel Macron que d'imaginer qu'il ne va pas consacrer chaque seconde de chaque journée de son mandat à l'accomplissement de son action, avant même de penser à quoi que ce soit d'autre. Oui, mais déterminé. Il l'est toujours, et plus que jamais. Ah bah bien sûr, c'est ce qu'on disait. D'ailleurs, les deux vont ensemble. C'est parce qu'il est déterminé qu'il prend chaque jour à bras-le-corps. Merci beaucoup, David Amiel et Ismaël Emelien d'avoir été nos vous. invités. Ça s'appelle Le progrès ne tombe pas du ciel, votre manifeste publié chez Fayard. Et merci d'être venus dans ce contexte de cette actualité exceptionnelle. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.